De plus, le syndrome a une logique. Les créationnistes peuvent y voir à l'œuvre la main de Dieu, et les darwiniens peuvent y voir le résultat de la sélection naturelle. Le chien en colère chasse ou détruit ceux qui le menacent, lui ou ses ressources. Cet état est déclenché par des types particuliers de situations, chacun possédant un noyau particulier de propriété. Un autre animal menace le chien ou ses ressources. La menace sera écartée si l'autre animal est intimidé, chassé ou mis hors état de nuire. Et notre chien a une bonne chance de réaliser au moins une de ces choses. Cet état mène le chien à réaliser des choses qui tendent à atteindre l'objectif d'intimider, de mettre hors d'état de nuire ou de chasser l'animal menaçant. Faire ces choses dans une situation similaire améliore normalement les perspectives de survie et de reproduction de l'animal. Mon explication suit Kenny, 1963, sous divers aspects essentiels. D'après Kenny, le concept de chaque émotion est lié à des concepts non émotionnels de trois manières. Par exemple, le concept de peur repose sur un triple socle. A. Des circonstances effrayantes. B. Des symptômes de peur. C. Une action prise pour éviter ce dont on a peur. Cependant, Kenny, pour l'essentiel, traite directement ces choses comme des critères pour l'attribution d'une émotion donnée dans une situation particulière. Je suggère plutôt que nous employions ces critères pour indiquer un mécanisme émotionnel. L'animal compte comme ayant peur si le mécanisme opère, qu'il y ait ou non dans ce cas particulier des circonstances effrayantes, des symptômes de peur et des actions pour y échapper. Certaines des choses que fait le chien sont expressives. L'expression naturelle des émotions peut se comprendre par analogie avec des conventions explicites de communication. Les aboiements et les grondements n'arriveraient à rien si leur destinataire n'était pas disposé à être intimidé de cette manière. De même, être intimidé par l'aboiement et le grondement bénéficie à un animal seulement si les aboiements et les grondements sont de bonnes indications du danger d'une attaque. S'il est probable que le chien qui aboie et gronde après moi attaque, c'est un fait d'adaptation pour moi de reculer. Et s'il est probable que je recule quand je me trouve en face d'aboiements et de grondements, c'est un fait d'adaptation pour le chien d'aboyer et de gronder après moi. Ce sont des adaptations qui se répondent. Ni l'un ni l'autre ne serait un fait d'adaptation sans l'autre, et chacun est un fait d'adaptation en présence de l'autre. Ces adaptations qui se répondent sont des analogues évolutionnaires d'une convention de communication. Bien sûr, toute inférence d'un syndrome à un état physiologique comporte ses chausses-trappes. Les organismes sont complexes. Nous faisons l'hypothèse qu'il existe un état interne qui rend compte d'un syndrome. Mais même si nous avons raison, le lien de l'état interne au syndrome sera rudimentaire. Les causes sont seulement typiques, non pas variables, et les manifestations seront d'eux-mêmes seulement typiques. De plus, il peut s'avérer qu'il se cache plus d'un mécanisme derrière un syndrome, les mécanismes fonctionnant normalement ensemble. Dans ce cas, il peut être impossible de déterminer exactement lequel de ces mécanismes constitue l'émotion. L'animal éprouve l'émotion quand ces mécanismes fonctionnent tous ensemble. Il ne l'a pas quand ils sont tous absents, et sinon, il n'y a pas de réponse clairement déterminée. Dans un cas anormal où certains des mécanismes fonctionnent et certains non, l'animal n'a pas clairement l'émotion, et il n'en est pas non plus clairement privé. Ce n'est que de façon rudimentaire que des mécanismes psychiques seront le résultat d'une adaptation. Il peut s'avérer qu'ils soient constitués par plusieurs couches d'activateurs et d'inhibiteurs. Ceux-ci réagissent souvent aux exigences complexes de la vie et sur une moyenne de plusieurs générations. Il se peut qu'ils fonctionnent aussi bien que le feraient toutes légères variantes. Toutefois, ils auront moins l'air d'être l'œuvre de la main divine que le produit d'un bricolage ingénieux sans nouveau départ, mais avec de nombreuses petites modifications pour se débrouiller face à de nouveaux problèmes. Il se peut qu'il n'y ait aucun mécanisme unique qui remplisse clairement une fonction donnée. Dans un organisme façonné par la sélection naturelle, les modèles de fonction peuvent être plus frappants que les modèles de mécanismes. Il est possible que ce qui unit les divers états physiologiques particuliers constituant la colère ne soit pas une similarité qui frapperait un physiologiste ayant renoncé à toute pensée de fonction, mais une similarité de fonction biologique. Malgré tout cela, nous pouvons supposer comme une conjecture que les syndromes qui apparaissent fortement des produits de l'adaptation manifestent réellement des mécanismes d'adaptation particuliers. Antérieurement au savoir physiologique que nous pouvons essayer de sélectionner ces états de diverses manières, chacun d'eux tendra seulement à coïncider avec les autres.
nous trions de manière provisoire les émotions animales en syndrome de tendance à l'action, de tendance expressive et de tendances qui seront de certaines manières particulières où le modèle entier semble être d'adaptation. Bien sûr, nous en savons davantage sur la physiologie de l'émotion que ne le suggère tout ceci. Buck, 1985, fournit un bon panorama ainsi qu'une interprétation des découvertes psychologiques et neurologiques sur l'émotion. Certains de ces matériaux sont présentés de façon plus complète dans son manuel, en 1976. Pour commencer toutefois, il nous faut explorer ce que l'on peut dire sur les émotions antérieurement à ce savoir. Autrement, nous ne pouvons pas dire quelle sorte de découvertes physiologiques nous apprennent des choses sur les émotions par opposition à quelque chose d'autre. Nous pouvons dire, à présent, que les physiologistes découvrent la nature des états émotionnels quand ils découvrent comment des mécanismes physiologiques rendent compte des types de syndromes dont je viens de faire l'ébauche. D'après ce type d'explication, même les émotions animales ont plus de structure que les purs picotements, les palpitations et les impressions de nausée. Pitcher, 1965, et d'autres avec lui attaquent fortement la perception selon laquelle les émotions sont des sensations non dirigées comme des douleurs, des démangeaisons et des pruries. On dit que Hume est un défenseur de cette perception comme James en 1884. D'après ma propre lecture, Hume comme James pense que les émotions sont des sensations internes, mais chacun attribue à ces sensations bien plus de structure que nous ne songeons d'ordinaire, qu'en ont les purites et les démangeaisons. Ils pensent que tous les deux, une émotion est à propos de quelque chose et qu'elle est éprouvée envers quelque chose. Hume, 1739, classe les émotions dans la catégorie des impressions réflexives, qui sont en réalité des sensations causées par d'autres sensations ou par des idées. Une passion telle que l'orgueil est une impression simple et uniforme, reconnaissable par l'impression qu'elle cause. Elle a toutefois un sujet, la chose dont nous sommes fiers, et un objet, le moi, qui sont expliqués comme des relations causales, innées, originelles, ou développées, et non comme une partie du sentiment proprement dit. Nous sommes fiers d'une maison, en ce sens qu'une pensée au sujet de la maison, et que j'en ai fait les plans et qu'elle est belle, cause le sentiment. Je suis moi-même l'objet de mon orgueil, en ce sens que le sentiment cause des pensées au sujet de moi-même. James proclame la priorité des symptômes somatiques sur l'émotion ressentie. Sa thèse est que les changements somatiques suivent directement la perception du fait stimulant, et que notre sentiment de ces mêmes changements tandis qu'ils se produisent est l'émotion. Toutefois, ces accompagnements somatiques sont bien plus étendus dans leur portée et bien plus compliqués que nous les supposons d'ordinaire. Ils comprennent par exemple des choses comme des impulsions à l'action. Le chien en colère n'est pas simplement en colère, il est en colère contre un intrus. Il donne tous les signes qu'il est en train de concentrer son attention sur l'intrus. Ses aboiements et ses grondements sont dirigés vers l'intrus. Et il est tout prêt, non pas simplement à l'attaque, mais à attaquer spécifiquement l'intrus. La colère est orientée, ses expressions sont pour un public et elle tend à des actions avec un objectif. En ces termes, nous pouvons parler du point focal de la colère. Nous pouvons dire contre qui le chien est en colère et au sujet de quoi. Les émotions humaines. Les humains sont nettement différents des bêtes, mais il est bien difficile de dire quelles sont les différences cruciales. Le langage nous rend particuliers, ainsi que la vie sociale complexe que le langage rend possible. De plus, les êtres humains semblent avoir un éventail particulièrement large d'états émotionnels. Nous n'attribuons pas facilement aux bêtes de l'amusement, de la culpabilité, de la révérence, de l'envie, de la pitié, de la gêne, de l'admiration. Cela n'est pas surprenant si, ainsi que je l'ai suggéré, une des fonctions biologiques essentielles des émotions est de coordonner action et attente, car dans la vie sociale de l'homme, il y a beaucoup à coordonner. Il ne fait pas de doute que notre complexité émotionnelle particulière naît en partie du langage. Nous rapportons des émotions et nous les désignons par des noms dans nos pensées, et les manières dont nous concevons une émotion affectent ce dont cette émotion a l'air. Par exemple, quand on dit à des sujets qu'ils vont recevoir des chocs électriques bénins, ceux à qui on a dit qu'ils éprouveraient certains symptômes suite à l'absorption d'une pilule tolèrent mieux les chocs que ceux à qui on ne l'a pas dit. Ceux à qui on n'a rien dit sur ce qui provoquait leurs symptômes les attribuent vraisemblablement et à juste titre à la peur. Toutefois, il est peu probable que le langage soit le seul élément dans le tableau. Le cerveau humain diffère surtout des cerveaux des autres mammifères par son grand néocortex. Les hémisphères gauche et droit du cerveau proprement dit font des choses différentes. Quoique les aptitudes linguistiques aient leur siège dominant dans l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit est à peu près aussi gros et lui aussi est essentiellement une nouveauté chez les êtres humains. L'hémisphère droit est particulièrement important, entre autres choses pour l'émotivité, et il semble par lui-même capable d'émotions qui sont spécialement humaines.
l'amusement par exemple. Buck 1985 et Tucker 1981 qui passent en revue les preuves d'une spécialisation de l'hémisphère droit dans l'émotion. Des études de lésions cérébrales et de leurs effets montrent que les lésions de l'hémisphère droit rendent les gens moins capables d'exprimer leurs émotions sur le visage et dans la voix, et moins capables de juger l'émotion dans une voix. Il y a des indications dans l'hémisphère gauche où linguistique agit pour inhiber les émotions. Les éléments de preuve de ce que peut faire l'hémisphère droit ou muet par lui-même proviennent des études de patients dont les hémisphères cérébraux ont été séparés. Il est possible que les choses qui se passent dans l'hémisphère droit ou muet aient beaucoup à voir avec la complexité particulière de la vie émotionnelle de l'homme. S'il en est ainsi, alors il se peut que l'émotivité humaine consiste en davantage que de simples variations sur l'émotion animale avec le langage surajouté. Les vieilles émotions opèrent au moins en partie dans le système limbique que nous avons en commun avec tous les mammifères, qui figurent la fureur, la peur et l'excitation à la coloration sexuelle. Cependant, tout ce qui se passe dans la plus grande partie du néocortex droit est particulier aux humains, au moins d'un point de vue anatomique. Le modèle d'explication reste le même. Nous pouvons encore chercher des syndromes de cause typiques, d'expression typique et de tendance typique à l'action, et les appeler des émotions. Toutefois, il se peut que les syndromes soient particuliers aux humains. Puisque les humains peuvent parler, nous pouvons en dire plus en tant qu'observateurs sur les émotions chez les humains que sur les émotions chez les bêtes. On en a davantage à dire dans le cas des humains sur ce qui est au centre d'une émotion, parce que nous pouvons demander à celui qui l'éprouve sur quoi elle porte. Les émotions impliquent des modèles de relief. Si je suis en colère contre vous, j'insiste sur des traits particuliers de ce que vous avez fait. Si au lieu de cela, ce que vous avez fait m'avait fait peur, alors j'aurais insisté sur des traits différents. Je dois cette idée à Adam Morton. Dans le cas des bêtes, nous ne pouvions parler de ce qui est au centre d'une émotion qu'en regardant ses causes, son expression et ses tendances à l'action. Toutes ces choses avaient une influence sur la traduction radicale des rapports émotionnels, mais ce sera le cas aussi d'analogie avec nos expériences personnelles et de lien avec le reste du langage. Pouvons-nous trouver des réponses vraisemblables pour constituer des syndromes particuliers à l'humain? Considérez la culpabilité et la honte. Elles semblent particulièrement humaines et ce sont des émotions qui touchent particulièrement l'éthique. Pouvons-nous les représenter comme des syndromes distincts, pourvus de causes typiques, d'expressions typiques et de tendances typiques à l'action? Pouvons-nous leur trouver des fonctions biologiques distinctes? On dit souvent que la différence entre la culpabilité et la honte est que la culpabilité est intériorisée et pas la honte, alors que je peux éprouver de la culpabilité pour des choses dont je suis le seul à savoir et que je les ai commises. Je ne puis éprouver de la honte que pour des choses qui m'exposent au jugement des autres. On peut ressentir de la culpabilité à propos d'un secret, mais la honte doit toujours concerner des choses qui sont publiques. Or, cela semble faux. Certaines émotions proches de la honte doivent forcément porter sur des questions publiques. Ce semble être le cas de l'humiliation et de la gêne, mais ce n'est pas indispensable pour la honte. Un adolescent pourrait se vanter auprès d'autres garçons de ses conquêtes sexuelles de manière convaincante et pourtant ressentir de la honte d'être vierge. Il se pourrait qu'il se sente coupable de mentir, mais il ne le sentirait pas coupable d'être vierge. Bien sûr, sa honte pourrait redoubler si on découvrait qu'il a menti et qu'on se moquait de lui. Mais la même chose vaut pour la culpabilité. S'il avait réalisé ses fantasmes sexuels, il se pourrait alors qu'il se sente coupable et ce sentiment pourrait croître si ses parents apprenaient ce qu'il a fait et l'en réprimanderaient. Culpabilité et honte sont l'une comme l'autre possibles en secret et elles peuvent toutes deux s'accroître lorsqu'elles sont mises à nu. Singer. Nous pourrions dire que le sentiment de culpabilité implique normalement la conscience d'avoir mal agi et la honte la conscience d'une inadéquation personnelle. Toute explication de ce genre aurait à s'occuper de la culpabilité et de la honte flottante et de la culpabilité et de la honte dont une personne estime qu'il n'est en rien censé de les éprouver tout en les éprouvant néanmoins. Toutefois, c'est autre chose qui nous poserait un problème. Ce qui fait honte à une personne laisse une autre de glace. Il se pourrait qu'une personne ait honte de porter des vêtements miteux, alors que pour moi, par exemple, des vêtements miteux n'ont aucune importance. Faut-il que nous ayons des opinions différentes sur les vêtements? C'est possible, bien sûr, mais difficile alors d'identifier une opinion qui doit absolument nous distinguer. Il se pourrait que chacun de nous sache parfaitement que ces vêtements sont miteux, et il se pourrait que chacun de nous ait des opinions identiques sur les sortes de gens qui portent des vêtements miteux, et sur ceux qui nous mépriseront pour cette raison, et ceux qui ne nous mépriseront pas.
Ce qui nous différencie semble être uniquement qu'il trouve honteux de porter des vêtements miteux, et moi non. Et on ne sait pas très bien en quoi cela consiste, sinon qu'il en a honte et moi non. On pourra sans doute rajouter des détails, mais ils ne changeront pas le sens. Peut-être les vêtements sont-ils des marques d'allégeance, et lui c'est un monsieur. Il se rattache à une tribu de gens bien habillés, et il ajoute du prix aux choses qui comptent pour cette tribu. Moi non. Même si on en arrive là, ou à quelque chose de plus complexe, il n'y a rien là qui demande que nous ayons des opinions clairement distinctes. Si ce qui est particulier dans la honte, c'est la manière concernée, cette matière a besoin d'être expliquée. Or, beaucoup de choses seraient réglées si le sentiment de culpabilité et la honte étaient des syndromes d'adaptation distincts avec des causes typiques différentes, des expressions naturelles différentes et des tendances à l'action différentes. Nous savons que des types différents de situations produisent de manière typique soit un sentiment de culpabilité, soit de la honte, mais il est difficile de caractériser ces différences sans faire une référence, au moins voilée, aux émotions elles-mêmes. Le sentiment de culpabilité étant de fait produit par des actes coupables et la honte par des choses qui sont honteuses. En tout cas, les catégories de causes typiques sont différentes selon les personnes et elles présentent des différences frappantes d'une culture à l'autre. Pouvons-nous élaborer une structure d'adaptation qui expliquerait pourquoi des sortes de choses différentes feraient éprouver aux gens un sentiment de culpabilité ou de la honte? Pouvons-nous la produire en continuant d'éviter de tirer la conclusion que tous doivent éprouver un sentiment de culpabilité pour les mêmes choses et de la honte pour les mêmes choses? Le sentiment de culpabilité et la honte en tant que syndrome d'adaptation. Les émotions humaines sont avant tout sociales. Invariablement, une personne dépend de systèmes compliqués de coopération et de réciprocité si on veut qu'elle ait une chance honnête de survivre, de se reproduire et de soigner ses enfants. Les émotions humaines négatives réagissent par-dessus tout aux menaces qui pèsent sur la place que nous occupons dans des structures de coopération, ou en tout cas, telle est notre attente. De nombreuses études scientifiques de l'émotion se sont concentrées sur les émotions que les êtres humains ont en commun avec les bêtes. Plutchik, 1980, suggère que toutes les émotions sont des mélanges d'un petit nombre d'émotions de base primordiales ou prototypiques, et que nous devons nous attendre à les trouver fonctionnant partout sur l'échelle de l'évolution, liées à des besoins communs à tous les animaux. Au lieu de cela, je suggère que la vie de l'homme est radicalement différente de celle de la plupart des animaux, et demande des dispositions sociales si complexes que des émotions nouvelles ont pu ainsi faire leur apparition. De nombreuses choses pourraient constituer des menaces sur notre disposition à être compris dans des structures de coopération, mais nous pourrions les faire figurer dans deux catégories principales, le manque de ressources et le manque de bonne motivation. D'un côté, il est possible qu'une personne soit dépourvue de l'aptitude à contribuer à des structures de coopération. Il peut s'agir d'une question de savoir-faire et d'aptitude personnelle, ou bien de sa faculté à obtenir du soutien des autres. Il manque peut-être de liens familiaux qui pourraient l'aider. Peut-être est-il affligé de tares qui font reculer les autres. D'un autre côté, il est possible qu'une personne possède toutes les aptitudes et les liens sociaux nécessaires pour une structure de coopération, mais qu'elle s'avère piètre coopérateur en raison d'une insuffisance de motivation à jouer son rôle et à rendre les profits. Voici donc une division rudimentaire des causes de la honte et de celle du sentiment de culpabilité. La honte naît de choses qui indiquent l'absence des aptitudes, des facultés ou des ressources dont nous avons besoin si nous voulons être estimés pour notre coopération et notre sens de la réciprocité. Le sentiment de culpabilité naît de choses qui indiquent une insuffisance de motivation. Dans un cas comme dans l'autre, cela ne veut pas dire que la personne se sentant coupable ou honteuse pense dans des termes de ce genre. Dans tout ceci, rien ne signifie que j'ai défini de façon précise les propriétés que doit présenter une circonstance pour qu'une personne éprouve à son sujet de la culpabilité ou de la honte. Ce sont des sortes de choses spécifiques qui font éprouver de la culpabilité à une personne et des sortes de choses spécifiques qui lui donnent de la honte. Ce que suggère la spéculation biologique, c'est une raison pour laquelle ces types de choses particuliers doivent être ainsi rassemblés en vrac, alors qu'ils sont divers par ailleurs. Mais pourquoi devrait-il exister des syndromes distincts qui activent ces deux catégories rudimentaires de situations et aucune autre? En termes évolutionnistes, les émotions se monnaient en actions, les actions auxquelles elles mènent et les actions qu'elles suscitent chez les autres. C'est par le biais d'actions que s'améliorent ou diminuent les perspectives de reproduction. D'après mon explication, le sentiment de culpabilité et la honte sont l'un comme l'autre amenés par des choses qui présagent de manière typique que les autres vont mal nous traiter, mais les types de mauvais traitements différents ainsi que les remèdes. De mauvaises motivations provoquent de la colère et d'autres inaptitudes du mépris.
Les unes et les autres tendent vers des types d'actions différents. La colère est punitive, alors que le mépris conduit principalement à l'indifférence et au manque d'attention. C'est conforme à notre attente, ou manque une motivation désirée, un châtiment peut la fournir, ou manque d'autres facultés, on ne peut rien faire sinon arrêter les frais avec la personne. Donc le sentiment de culpabilité réagit à une situation qui de manière typique présage un châtiment, et la honte à une situation qui de manière typique présage un manque d'attention. Or, le sentiment de culpabilité et la honte ont des remèdes différents. Pour nous débrouiller avec la colère que les autres ont contre nous, il nous faut les amadouer par des excuses, des compensations et une contrition affichée. D'un autre côté, pour nous débrouiller avec le mépris qui mène au manque d'attention, il nous faut soit retenir, soit au contraire étaler nos facultés pour montrer que nous pouvons fournir une contribution importante à des structures de coopération. Le sentiment de culpabilité tente à proposer des dédommagements. La honte tente au repli ou au développement de nos facultés. Réflexion détaillée de Rawls, 1971. Aussi Peirce, 1953. L'angoisse de la culpabilité accompagne la transgression, la honte accompagne l'échec. Ceci nécessite une caractérisation indépendante de la transgression et de l'échec. Peirce fait reposer cette distinction sur un propos de surmoi et d'idéal du moi. La menace inconsciente, irrationnelle, qui est sous-entendue dans l'angoisse de la honte est celle de l'abandon et non de la mutilation, la castration, comme dans le sentiment de culpabilité. Pour ma part, je mets l'accent sur des menaces voisines mais réalistes, le mépris et la colère et leurs conséquences. Ce n'est que les sentiments doivent nécessairement impliquer la pensée de telles menaces. Ce n'est pas que les sentiments doivent nécessairement impliquer la pensée de telles menaces, mais ces menaces sont l'accompagnement fréquent de situations qui suscitent la honte et la culpabilité, et ce n'est pas un accident. Le sentiment de culpabilité et la honte sont donc des contreparties à la première personne de la colère et du mépris. Ce n'est pas que le sentiment de culpabilité soit de la colère dirigée contre soi-même. Vous sentir coupable est différent d'avoir l'impression que vous voudriez vous gifler. C'est plutôt que le sentiment est coordonné avec la colère de manière particulière. Il vise à amadouer la colère et il est régi par les normes qui régissent la colère. Bien sûr, il n'est pas indispensable qu'à de la colère réponde un sentiment de culpabilité. Elle peut trouver en retour de la colère ou de la peur. Mais quand la colère répond à la colère, des ennuis se préparent. Quand la colère engendre la peur, on peut éviter les ennuis. Mais ce n'est pas le fait d'une émotion particulièrement adaptée à désamorcer la colère. Le sentiment de culpabilité se mêle à la colère d'une façon particulière et la honte se mêle au mépris. Les psychologies populaires. Il faut rattacher ce tableau de la culpabilité et de la honte comme syndrome par adaptation à des éléments de preuve, et certains des éléments qui proviennent de cultures exotiques semblent aller contre. La honte, ou quelque chose de semblable, apparaît partout, et il en va de même pour la colère, mais le sentiment de culpabilité semble culturellement spécifique. De nombreuses langues n'ont pas de mots pour le désigner, et ainsi, les gens qui parlent ces langues éprouvent de la culpabilité, ils sont incapables de le dire. Pourtant, si la culpabilité et la honte sont des adaptations biologiques distinctes à la condition humaine, alors elles ont été largement présentes pendant l'évolution de la nature humaine et elles devraient apparaître distinctement dans un large éventail de cultures actuelles. D'autres cultures parlent d'émotions de façon qui doivent nous paraître bizarres. Quelques passages de 2 articles récents en donnent une petite idée. John Smith nous parle des Maoris du siècle dernier. Ils avaient 2 mots pour la peur. Aitu, qui voulait dire languissant, froid ou tremblant, et ae, qui voulait dire être déchiré, qui s'utilisait aussi pour la jalousie et la haine. Aroa était l'amour ardent, mais semblait aussi parfois être le chagrin. Le Nga-ko était un esprit situé dans les entrailles, il pouvait se sentir bien, rire, éprouver de la douleur, être faible ou être sombre. Il pouvait perdre la clarté, il pouvait désirer, se souvenir, connaître ou exécuter un plan. Il pouvait être fort ou bêtement entêté. Le manowa était dans la poitrine et était lié à la respiration. Avoir un manawa frémissant, c'était être heureusement ému, nerveux ou angoissé. Et avoir un manawa fermé, c'était de ne pas être content ou être déprimé. Le manawa, comme le Nga-ko, pouvait éprouver du désir ou de la colère. Seule la honte n'était pas située dans un organe. Elle n'était pas sujette au type de manipulation rituelle qui pouvait contrôler les autres émotions. Seule la vengeance pouvait l'éliminer. Charlotte Hardman décrit les Lorung Rai du Népal oriental. Il distingue 3 substances psychophysiques qui peuvent avoir plusieurs états.
Saya, la substance ancestrale ou orgueil ancestral, donne force, courage et vitalité. Elle se situe normalement dans la tête, mais elle peut tomber plus bas dans le corps, ce qui nous laisse déprimés et vulnérables à nos ennemis. C'est chez les chefs qu'elle est le plus haut. L'awa est l'essence de la vie et l'essence de la timidité. Le lawa d'une personne peut être perdu ou volé, et si on ne le remplace en 2 ou 3 semaines, si on ne la remplace pas en 2 ou 3 semaines, la personne meurt. Le lawa de l'homme est différent de celui de la femme. Le lawa de l'homme est industrieux, habile, intelligent et rusé. Notre lawa erre dans nos rêves pour nous prévenir ou pour revisiter des endroits qu'il fréquentait, et il peut s'enfuir sous l'effet de la peur ou être captivé par un esprit ancestral. Le résultat étant de nous plonger dans la folie. Le niwa, qui est à peu près l'esprit ou le bon sens, peut être dans le ventre ou la tête. S'il est tout au fond de nous, nous savons alors rester muets, alors que s'il est dans la tête, nous parlons trop librement. Le niwa implique de connaître les sentiments corrects pour les gens et quand il est possible de les exprimer. Il doit se souvenir des devoirs, du comportement respectueux et de la posture, et les tenir à l'œil. Une personne a du niwa pour des personnes tenant chacune un rôle différent. Pour le conjoint, les invités et ainsi de suite. Le niwa se trouve en type. Il peut être gros ou petit, généreux ou radin. Il peut être doux, compatissant, il peut être industrieux, timide, dur à l'ouvrage, brave, vantard, jaloux, habile, hésitant ou pompeux. Il se développe lentement chez les enfants et commence à mourir chez les vieillards. Quand un enfant a de la colère dans le ventre, c'est signe d'un manque de niwa. Mais vers 10 ans, il a dû acquérir une colère contrôlée, adulte, dans le cœur, le désir de se battre. Un homme en colère contre sa femme, par exemple, pourrait exprimer cette colère en se livrant à un travail de femme. La peur de l'enfant croît pour devenir le respect et la honte de l'adulte. Notre niwa personnel, par opposition, est un peu comme notre fantaisie. On lui lâche la bride dans des situations de détente où la personnalité de l'individu s'exprime sans inhibition. Aurions-nous pu utiliser des termes traditionnels des Maoris ou des Lohorungrai au lieu des nôtres pour expliquer quelles émotions les normes de la morale régissent? Il semble que cela aurait été impossible. Or, ce n'est pas là en soi la réfutation d'une analyse normativo-expressiviste des termes moraux. Nous éprouvons nous-mêmes culpabilité et honte, colère et mépris comme des émotions distinctes. Et la morale au sens étroit nous appartient. Nous pouvons toujours dire qu'elle consiste en normes qui régissent les émotions que nous éprouvons et désignons nous-mêmes. Si d'autres n'ont pas les concepts de la culpabilité et de la colère, cela veut dire simplement qu'ils n'ont pas une morale dans sa définition étroite.